Alors, nous allons commencer notre session. Rebonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus dans ce webinaire organisé par la Direction de l'immigration francophone de la FCFA pour marquer la Journée internationale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie qui se célébrera, comme le veut la tradition, le 17 mai prochain. Je suis Amadou Gwenzen Fondi. J'occupe le poste de coordonnateur des initiatives en équité, diversité et inclusion en immigration francophone à la FCFA, bien sûr. Et j'ai l'immense honneur d'animer cette conversation qui s'annonce riche sur le thème intitulé Créer des espaces positifs pour mieux accueillir les personnes immigrantes de LGBTQIA+. Et ça sera avec la compagnie de trois invités dans le panel que je vais présenter dans un instant. Mais avant cela, permettez à votre humble serviteur d'accomplir un devoir moral, un devoir de reconnaissance envers les peuples autochtones. Je m'exprime ici à partir des installations de la FCFA à Ottawa. Et je reconnais que ces installations ont été bâties sur le territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe. Cette reconnaissance déclarative est certes importante, mais elle est loin d'être suffisante. Nous devons mener des actions concrètes et ce, en permanence pour lutter contre l'exclusion, contre la marginalisation, contre le colonialisme qui touche les peuples autochtones et nous engager résolument dans le processus de guérison et de réconciliation avec ces nations qui nous accueillent et qui nous ont accueillis avec bienveillance. Et en tant que personne immigrante travaillant dans le secteur de l'immigration, je prends la pleine mesure de l'importance de l'accueil et de la bienveillance dans le parcours d'intégration des personnes immigrantes. C'est donc dans cet esprit que j'ai le plaisir d'accueillir dans le panel Cinda Grazis, qui est agente de promotion de santé pour LGBTQIA+, nouveaux arrivants au centre communautaire de santé du centre-ville ici à Ottawa. Et le deuxième invité, c'est Laurent Francis. Il est chercheur, il s'intéresse aux questions migratoires et aussi aux droits des minorités sexuelles, des personnes immigrantes LGBTQIA+. Et il est également membre de la communauté de pratique intentionnelle en équité, justice sociale et francophonie à la FCFA. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de la CPI, de cette communauté de pratique, que nous avons initié les discussions pour l'organisation de cette activité. Notre troisième invité, Fabrice Guéna, il est militant des droits humains, militant afro-queer et auteur. Il a publié dernièrement aux éditions Éco-Société un livre intitulé Afro-queer. Et évidemment, vous allez recevoir dans le clavardage le lien pour son livre. Vous pouvez cliquer dessus et voir effectivement le titre de ce document important de Fabrice Guéna. Merci. Et donc, le panel fonctionnera dans un régime hybride. Nous aurons d'abord une présentation liminaire de Laurent Francis qui tiendra sur en fait une fourchette de 10 à 15 minutes maximum. Et par la suite, nous allons ouvrir les échanges avec l'ensemble du panel. Et le public pourrait participer en cliquant sur QR et poser les questions et je me ferai le plaisir de les relayer dans le panel autant que faire se peut. Le décor ainsi planté, permettez-moi juste de signaler que cette activité se veut la plus inclusive possible et nous avons le soutien du visuel en langue des signes du Québec pour des personnes vivant avec une surdité. Et par la suite, pour terminer, cette session, comme vous pouvez le constater, est enregistrée et sera diffusée sur notre chaîne YouTube à des fins de sensibilisation. Et ça sera avec naturellement le consentement des panélistes. Alors, si Laurent Francis est prêt, je vais lui céder la parole immédiatement pour sa présentation de 10 à 15 minutes. Laurent Francis, est-ce que tu es prêt? Je te cède la parole immédiatement. Merci, merci beaucoup, Amadou, pour m'avoir passé la parole. Et merci à tout le monde qui a accepté de venir nous écouter aujourd'hui à l'occasion du 17 mai qui va se fêter
vendredi, mais nous anticipons la journée du 17 mai. Merci aussi à tous mes collègues qui sont là et tous les autres panélistes, au fait. Maintenant, moi, je m'appelle Laurent Francis Ngoumou. Je suis un enfant autochtone de la forêt équatoriale camerounaise. Donc, je suis un enfant des peuples Béti. Béti qui signifie les seigneurs de la forêt, qui signifie seigneur de la forêt. Et généralement, dans ma langue maternelle et dans mes traditions africaines, lorsqu'on veut délivrer un message important aux personnes et on fait appel aux ancêtres, on fait appel au fait aussi, on chante pour que les messages que nous allons délivrer soient euh, en accord, en accord et pour que ces messages soient en accord avec les gens qui l'écoutent et pour que les personnes qui écoutent ces messages elles prennent cette flamme pour répandre cette flamme à travers le monde, à travers leur maison, à travers, à travers les endroits où ils vivent actuellement. C'est pour cela que je veux commencer par un chant sud-africain qui interpelle à la réconciliation, à la paix au fait aussi dans nos sociétés, la paix dans nos sociétés, la résilience, l'inclusion. Mhm. Voilà, je me suis... Ah, Alors, Laurent Francis, nous ne recevons pas le son dans de bonnes conditions. Je ne sais pas ce qui se passe. vous dites? À mon niveau, n'est pas vraiment audible. Est-ce que c'est la même chose chez Fabrice? Oui, le son, on OK. l'a. Est-ce que tu peux passer directement à ta présentation pour gagner en Ok, temps, si c'est possible? oui, Je suis désolé vraiment pour cet incident technique. ok. Il n'y a pas de souci. On va passer à la présentation. Ben, la formation, c'était un cours que j'ai donné en français avec OCASI. OCASI, qui est une agence de services d'immigrants qui est basée à Toronto. Généralement, le cours était donné en anglais et moi, j'ai traduit en version française. Donc, comment créer le cours en français signifie initiative espace positif. Comment créer des espaces positifs pour accueillir les personnes immigrantes LGBTQ qui arrivent nouvellement au Canada. Comment les accueillir, comment les intégrer dans la nouvelle société. Je ne veux pas dérouler tout le cours puisque j'ai 15 minutes. Je veux passer à quelques points importants que j'estime importants dans la formation pour expliquer. Donc, comment est-ce que... non. Donc, la première étape de ce cours et de cette présentation consiste à dire que l'espace positif se concentre sur l'importance de créer des espaces positifs
pour mieux accueillir et servir les immigrants et réfugiés LGBTQ vivant en Ontario. Valoriser l'expérience des personnes LGBTQ. Ces individus font souvent face à des défis importants, dont la marginalisation au sein de leur famille, de leur communauté d'appartenance, de la société en général. Donc, l'espace positif offre aussi des webinaires, des formations, des ressources et des réseautages pour les personnes qui travaillent dans le secteur d'établissement. Donc, on va devoir répondre à la question, qu'est-ce qu'un espace positif? Les terminologies et les concepts liés aux personnes LGBT, les vécus, les barrières et les barrières, les vécus et les barrières que vivent les nouveaux arrivants au Canada, les privilèges. Aujourd'hui, on va pas trop parler des études de cas parce qu'on a juste 15 minutes, des stratégies de création d'espaces positifs dans nos espaces de travail, au fait. C'est ça qui va nous intéresser et aussi définir qu'est-ce que les privilèges et, et comment créer un espace positif au sein de notre organisme, de notre milieu de travail. Ici, pendant la présentation, on a parlé, par exemple, des concepts qu'on retrouve généralement au niveau des personnes LGBTQ, dont les personnes bisexuelles, les personnes gays, les personnes cisgenres, autre orientation sexuelle. Et par exemple, on a vu, par exemple, en Inde, ils ont certaines appellations. On parlera des hijras. Dans certains pays du monde, on parlera des bissous, de maout, de mux et de fani. Par exemple, en Haïti, on parlera de Massissi. En Côte d'Ivoire, on parlera par exemple de Lélé. Au Cameroun, on parlera de Kouandenge. Donc, ça veut dire que les noms chaque pays a sa manière d'appeler ce que généralement l'Occident a choisi d'appeler LGBT. Et chaque pays a sa dénomination, en fait. Il faut s'acclimater. Donc, on est là aussi dans une approche décoloniale, pas dans une approche universelle, parce que le monde, chaque partie du monde a son histoire, en fait. Et là, on a la carte du monde. En rouge, on a où on condamne. Là, vous allez voir en rouge, là, c'est là où on condamne plus vigoureusement les personnes LGBT dans le monde. Il faut comprendre que les réalités dans le monde pour les personnes LGBT sont différentes qu'on se trouve dans un pays ou dans un autre, au fait. Donc, par exemple, la marginalisation, l'harcèlement, la violence physique, la violence psychologique dépend d'un endroit, change d'un endroit à un autre quand on se trouve dans une carte du monde. Et ce sont les raisons pour lesquelles les personnes décident souvent d'immigrer et de partir, au fait. Je m'arrête quelques instants pour vous donner, par exemple, euh, les chiffres, pour vous lire, par exemple, si vous dites, parce que les personnes sont persécutées dans le monde, il est important de vous relever les chiffres que l'Immigration Canada a dit combien de demandeurs d'asile on a au Canada cette année et dans quel pays ils sortent. Il est important pour moi de parler de cela. Je vais d'abord arrêter la présentation là pour aller directement au vif du sujet. Je vous demande, s'il vous plaît, de me suivre là. Donc, il est important de noter que, selon l'Agence de services frontaliers et de l'immigration des réfugiés et citoyens du Canada, le Canada a créé un nombre record, soit 144 035 demandes d'asile en 2023. Donc, il faut retenir que le Canada a créé 144 0,35 demandes d'asile en 2023. Ces chiffres viennent de l'Agence des services frontaliers et de l'immigration et service de l'immigration, réfugiés, citoyenneté du Canada, 144 035 demandes de réfugiés pour le Canada, soit 65 570 pour le Québec, 63 380 pour la province de l'Ontario, 7 695 pour la Colombie-Britannique, Alberta, 6 050, 6 750. Il faut remarquer aussi que ces demandeurs d'asile, selon
le gouvernement, le ministère de l'immigration, les chiffres que nous avons reçus du ministère de l'immigration, on a déféré 137 947 demandeurs d'asile et on a accueilli 37 222 demandeurs d'asile. On a rejeté 9 601 demandes d'asile et il y a eu 1712 désistements, un retrait, soit un retrait de 3313 demandeurs d'asile, soit un total de 51 848 000. Et on a ces demandeurs d'asile qui viennent de partout dans le monde. Un chiffre, par exemple, que je vais prendre au hasard. On verra, par exemple, qu'au Sénégal, pour ce qui concerne le Sénégal, on a 1737 personnes qui sont entrées au Canada pour demande d'asile. Mais on a reçu 47 sur les 1730, sur les 1713 demandeurs d'asile. Pour ne que citer cet exemple-là, les chiffres sont au niveau de Immigration Canada. Vous pouvez retrouver ces chiffres-là. Là, on va continuer notre présentation. Et là, je vous ai présenté le nombre que, je vous ai dit tout à l'heure, le nombre d'immigrants demandeurs d'asile que le Canada a accueillis seulement pour l'année 2023. C'était un accueil record comparé en 2022. C'est la première fois, vraiment, la courbe est montée vraiment très haute en 2023. Et beaucoup de ces demandeurs d'asile, dans des cas, n'ont pas encore été traités, d'où l'importance au fait aussi comment accueillir ces personnes qui sont en attente d'une réponse ou alors qu'on va expulser dans leur pays, on va demander de quitter le territoire canadien. Donc, on a différents mots, mais on ne va pas s'arrêter concrètement ici. On va partir à ce qui nous intéresse. Donc, il y a ici, premièrement, il faut comprendre que les obstacles communs auxquels font face les nouveaux arrivants LGBTQ, donc le processus de migration, les documents d'identité, la langue, les réseaux de soutien limités, l'isolement, les difficultés à accéder aux ressources, la compréhension, la connaissance limitée, les préjugés par les prestations de services et les discriminations de peur d'être discriminé. Dans le processus d'immigration, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont arrivées. Le processus d'immigration commence d'abord dans le pays d'origine. Ça veut dire que ces personnes, dans leur pays d'origine, sont persécutées à cause de leur orientation sexuelle. Donc, ça veut dire que les traumatismes commencent souvent au sein de la famille, dans les écoles et aussi dans les milieux de travail. Et donc, ces personnes choisissent de quitter leur pays parce qu'ils vivent toute cette persécution. Ils choisissent soit de prendre la route, le désert, où ils sont victimes de, où ils sont victimes d'exploitation sexuelle, de prostitution. Et pendant le processus migratoire, certains peuvent mettre 5 ans, 10 ans. On a par exemple le camp de Kakuma au Kenya, où des personnes sont là dans le camp des réfugiés des Nations Unies depuis 5 ans, 10 ans, en attendant qu'ils aient au moins la réponse pour commencer le processus d'asile et avoir le statut de réfugié. Donc, on a aussi les documents d'identité. On demande les documents d'identité lorsque quelqu'un fuit la persécution dans son pays d'origine, lorsque quelqu'un fuit les persécutions, les préjugés. Généralement, certains partent sans un document. Donc, il faut parfois identifier. Mais on a cette catégorie-là. On a aussi des catégories qui choisissent de venir comme étudiants, comme travailleurs. Donc, on a ces personnes-là qui arrivent, mais qui demandent l'asile. Donc, il faut se documenter, il faut prouver les documents, qui on est, où est-ce qu'on vient. Et là, maintenant, dans un autre processus, on a un problème de langue pour les personnes, parce qu'il faut comprendre ici en Ontario, beaucoup de personnes LGBT qui parlent parfois leur langue d'origine, leur langue maternelle, qui est en dehors des langues coloniales qu'on a le français et l'anglais. Donc, il y a aussi cette minorité francophone qui ne, qui ne parle pas anglais. Donc, ça fait la langue devient un objet de barrière au fait. Du fait que tu ne parles pas anglais, tu n'es pas bien reçu, ou bien le fait que tu ne parles pas anglais ou français,
Donc, les réseaux de soutien sont souvent très limités, isolement social, dont dont l'accès au réseau social est très limité pour ces personnes-là et parce qu'ils craignent avec eux des traumatismes qu'ils ont vécus et aussi ils ont peur de la société d'accueil, comment est-ce que les gens les accueillent. Donc, il y a aussi la difficulté à accéder aux ressources. Comment accéder aux ressources lorsqu'on est une personne qui ne parle pas anglais, qui ne parle même pas français et qui n'a pas de documents et qui a vécu tout cela? Comment est-ce qu'ils vivent dans les shelters? Comment est-ce que les, comment est-ce qu'on les reçoit dans les services qui sont censés les accueillir, au fait? Comment est-ce qu'ils vivent dans ce nouveau pays? On va laisser l'étude de cas. Donc, on dit aussi quelles sont les stratégies de création d'espaces positifs. Donc, relation, on conseille ici, par exemple, que les relations affirmatives à créer, assurer la confidentialité. Parce que quelqu'un peut vous dire qu'il est homosexuel ou bien trans ou pour vous dire, pour vous donner son orientation sexuelle, la personne est pas certain, aimerait qu'on garde ça. On garde ça de manière confidentielle. Donc, comment créer une espace positive? Donc, assurer la confidentialité, indiquer implicitement l'alliance et la sécurité. Il faut que la personne se sente dans un environnement sécuritaire, éviter de poser des questions invasives. Donc, signalisation affirmative et information, représenter la diversité sexuelle des communautés LGBT, 2S, 2S, 2E, LGBTQ. Il faut comprendre aussi que quelqu'un m'a posé une question très importante lors duquel la personne m'a posé la question de savoir est-ce qu'il y a des personnes aux deux esprits en Afrique. Il n'y a pas de personnes aux deux esprits en Afrique, mais par contre, dans les recherches anthropologiques que j'ai menées, il y a des personnes aux esprits en Afrique. Et ces personnes-là sont à la fois euh, aux personnes, on a des personnes aux esprits en Afrique, dont euh, qu'on a taxé parfois de sorciers dans nos sociétés. Ce sont des personnes à la fois qui ont un esprit féminin, un esprit homme, et qui avaient des rôles et des positions dans la société. À cause du poids, à cause de la colonisation, on a on a stigmatisé ces personnes-là de telle sorte que beaucoup ont peur de se montrer de nos jours, mais les personnes aux esprits existent en Afrique, mais pas aux deux esprits, mais aux esprits. Par contre, il a la foi neutre, il a la fois l'esprit d'une femme en elle, il a la fois l'esprit d'un homme en elle et peut transcender avec l'au-delà, en fait. Donc, pour clarifier directement à cette situation. Et les stratégies de création, on va toujours dans les stratégies de création d'un espace positif. Dans tout établissement, dans tout service, les gens devraient s'assurer, y a-t-il des toilettes, des vestiaires, était-ce clairement identifié comme neutre ou inclusif dans votre travail? Il faut poser des vraies questions. Parce que est-ce que là, vous travaillez dans vos services, dans vos écoles, dans vos lieux de travail, y a-t-il des vestiaires, des toilettes identifiées comme neutres et inclusifs? Donc, les pronoms sont-ils demandés et respectés par les salariés? Généralement, est-ce que dans vos lieux de travail, est-ce que vous êtes encore dans l'hétéronormatif où on voit seulement hommes-femmes? Est-ce que on a, est-ce qu'on a établi, par exemple, euh, une liste de manière inclusive où on permet d'autres noms? Est-ce que, posez-vous les questions, est-ce que vous avez les ressources pour accueillir dans votre établissement? Est-ce que vous avez des ressources vraiment pour accueillir ces personnes? Avez-vous des références appropriées? Comme par exemple, je donne souvent des cours, des formations pour mieux créer des espaces positifs au sein de certains organismes, en fait. Dans les stratégies de création, quelles sont les stratégies de création d'un espace positif? Contester le racisme anti-noir et anti-autochtone qui se déploie dans les communautés racialisées. Il faut vraiment dénoncer ça, le contester. Il ne suffit pas d'écrire dans une porte nous luttons contre le racisme, alors que à l'intérieur de votre organisme, c'est c'est invivable, au fait. Contester le sentiment anti-immigrant qui s'exprime au sein de ces communautés. Être capable d'identifier, d'initier des changements. Parce qu'on dit souvent que oui, dans mes expériences, je veux parler de mes expériences, on dit souvent, oh non, on va faire le changement, on croit vraiment au changement, mais lorsque je me retrouve parfois avec des personnes immigrantes, même certaines personnes même, tu sens le mal-être, la personne est mal à l'aise de parler avec toi.
parce que tu as dit ouvertement qui tu es, et parce qu'elle connaît qui tu es, on le ressent, on le ressent. Il y a ce mal-être-là, en fait, entre les paroles qu'on dit et maintenant, lorsqu'il faut travailler ou bien il faut collaborer avec ce type de personnes. Comprenez votre rôle dans l'oppression. Il faut comprendre votre rôle dans l'oppression, y compris les façons dont vous êtes complice. Participez aux efforts communautaires. Contester les façons dont le colonialisme est perpétré également dans les communautés racialisées immigrantes et réfugiées. Donc, utiliser un cadre antiraciste et anti-oppressif. Est-ce que dans votre lieu de travail, est-ce que là où vous vivez, il y a un cadre anti-oppressif et anti-raciste et anti-oppressif? Comprendre pourquoi le cadre il faut d'abord comprendre pourquoi le cadre antiraciste est important, pourquoi le cadre anti-oppressif est important au niveau organisationnel. Comprendre comment un cadre antiraciste et anti-oppressif peut améliorer la façon dont vous soutenez les communautés immigrantes et réfugiées. Donc, il y a aussi, qu'est-ce que l'oppression? L'oppression est l'utilisation du pouvoir pour marginaliser et réduire l'autonomie d'un groupe ou d'une catégorie de groupes. Parce qu'il faut comprendre ici même que chez les personnes migrantes, moi je suis spécialiste des personnes noires, je Laurent pense Francis, oui, excuse-moi, est-ce qu'on peut accélérer le pas pour oui, oui, avoir un peu plus de temps? je suis en train de finir, oui. Merci. Donc, il faut comprendre que, comme je disais tout à l'heure, euh, on se retrouve, on se dit que on est entre peut-être dans un milieu où des personnes immigrantes travaillent, mais des personnes noires, homosexuelles ou bien trans, bisexuelles, personnes des communautés racisées, je n'aime pas ce terme, mais bon, se retrouvent en train d'être marginalisées dans ces environnements-là, dont on perpétue l'oppression. Et si ces personnes voient une double oppression, soit une triple oppression, ça veut dire qu'elles sont victimes des xénophobies de la part des communautés, la diaspora africaine généralement, de la part ils sont aussi victimes de racisme dans une certaine communauté LGBTQ blanche. Elles sont victimes d'exclusion à cause de leur religion, soit tu es musulman ou chrétien, et être ouvertement homosexuel ou bien bouddhiste. Et elles sont en même temps, au fait aussi, stigmatisées à cause de leur couleur de peau, au fait aussi. Donc, ça veut dire qu'ils portent le stigma 4 fois plus et 3 fois plus, au fait, que les autres le portent et le subissent, au fait. L'anti-oppression fait référence aux stratégies et théories et actions qui sont remises en question pour remettre en question tous ces, tous ces, tous ces réalités racistes qu'on vit, dont la position sociale, votre position sociale, il faut reconnaître la position sociale. Est-ce que je suis privilégié? Est-ce que dans cette société, en tant que personne hétérosexuelle, noire, immigrante, qui a intégré le Canada en tant que personne blanche, qui travaille quelque part, est-ce que je suis privilégié? Savoir reconnaître ses privilèges par rapport à l'autre. Parce que quand on connaît sa position sociale, ça permet de comprendre ce que l'autre, ça permet déjà de se remettre aussi en question par rapport à l'histoire, par rapport à la société. On parle de racisme systémique, on parle de comment tout ce qui est établi à la société nous a donné certains avantages concurremment à d'autres personnes. Toutes les personnes qui ont une position sociale définie par leur sexe, leur race et leur classe sociale, leur âge, leur capacité, leur religion, leur orientation sexuelle, leur situation géographique, certains aspects de positionnement. Je vais avancer plus loin. Donc, pouvoir et privilège, la capacité d'influencer les autres et d'imposer ses croyances. Donc, reconnaître son pouvoir, reconnaître ses privilèges. C'est quoi un privilège? Reconnaître le privilège blanc. Les personnes blanches disposent de plus d'avantages dans les sociétés à cause de leur couleur de peau. Ces privilèges doivent donner accès à un pouvoir politique, permet de se sentir accueilli sans préjugés et discrimination dans les espaces publics et d'être épanouis. Savoir reconnaître ses privilèges, au fait de reconnaître l'oppression, la soumission unilatérale d'un individu par un autre groupe. Donc ici, j'ai parlé, c'est un terme que j'utilise dans mes cours et dans mes recherches, où on utilise au fait aussi le pinkwashing, qui consiste à faire marketing, utiliser un État, une organisation, une entreprise, utiliser les images des personnes LGBTQ, les drapeaux dans les bureaux, dit qu'on est inclusif et pourtant, au sein de votre entreprise, les gens sont toxiques, ils sont incapables de vivre avec les personnes trans, les personnes homosexuelles immigrantes. Alors que dans votre entreprise, vous assistez à la Gay Pride,
vous faites tout, il y a tous les drapeaux arc-en-ciel, vous faites donc du pinkwashing en ce moment. Il y a aussi le tokenisme. Ça veut dire qu'on donne des postes, on fait semblant de donner des postes de subalternes aux personnes LGBTQ immigrantes au sein de vos entreprises, de vos sociétés. Et à la fin, ils n'ont aucune position de poste décisionnel, au fait. Donc, on joue simplement avec eux, faire semblant de dire que oui, on inclut ces personnes et pourtant, ces personnes n'occupent pas des postes de pouvoir. Il y a le syndrome de l'imposteur qui vivent beaucoup de personnes immigrantes, au fait aussi. Le fait que la personne est compétente et elle est compétente et sur un poste, mais elle a toujours peur que vous allez la juger à cause des oppressions qui existent à la société. Il y a le gaslighting, par exemple, où les gens posent toujours la question, est-ce que les personnes, est-ce qu'on discrimine vraiment les Laurent personnes LGBT? Francis, Oui, je j'ai fini. m'excuse vraiment. Tu peux conclure parce que j'ai Oui, des questions je comprends. spécifiques à poser au panel, Cinda, OK, merci Fabrice et autres. beaucoup. Je Si tu peux m'excuse conclure vraiment en à 30 cause secondes, de... je t'en prie. J'ai eu 15 minutes parce que généralement, c'est un cours qui prend toute une journée. Tu es Mais déjà à 30 minutes environ. Il nous OK, reste merci beaucoup. vraiment 25 minutes pour l'ensemble de la session. Tu peux conclure en 15 secondes ou 30 maximum. Bon, je veux m'arrêter là. Si vous avez des questions devant, on pourra, Merci. on pourra répondre à vos Évidemment, questions. j'ai une question ou des questions spécifiques pour toi. Le temps pour moi d'interpeller Fabrice. Merci d'être avec nous. Tu te définis comme afro-cuais et nous sommes à 2 jours de la journée internationale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Qu'est-ce que cette journée représente pour toi et si tu veux pour l'ensemble de ta communauté? OK, ben merci Amadou pour de me donner la parole. Alors déjà, le thème de cette année, selon l'ONU, est « Ne laissons personne de côté ». Donc, on parle d'égalité, liberté et justice. Pour moi, en tant que militant, donc, cette journée est surtout une journée pour faire le point de la situation des luttes concernant les queerphobies dans le monde entier et puis bien sûr les avancées également. J'estime qu'il est important de noter que malgré le travail courageux des militants et militantes qui luttent au quotidien contre les formes de discrimination, de violence que vivent les personnes LGBTQ+, nous nous avons observé qu'en 2023, tout de même, il y a une recrudescence d'actes homophobes et transphobes dans le monde entier. Vous avez vu au Canada, il y a eu des marches, hein, aux États-Unis aussi. Donc, et bien sûr, en particulier en Afrique. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, l'année dernière, 12 pays ont durci davantage leurs lois déjà homophobes. Toujours l'année dernière, l'Ouganda a rajouté la peine de mort dans ses lois déjà homophobes. Donc, malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée l'année dernière. Donc, cette journée est également l'occasion de faire de la sensibilisation, bien sûr, et aussi de continuer de plaidoyer pour une dépénalisation universelle de l'homosexualité. Un soutien accru aux réfugiés LGBT, bien sûr, en général, et j'insisterai plus sur ceux d'Afrique subsaharienne francophone, car ces demandeurs d'asile résidant en Afrique se sentent délaissés versus les autres demandeurs d'Afrique ailleurs dans le monde qui, on voit, bénéficient plus d'avantages. Donc, c'est vraiment une situation pour faire le point sur l'ensemble des luttes. Voilà comment je peux définir cette journée de façon brève. Merci beaucoup, Fabrice, autant pour moi, excuse-moi. C'est évidemment un tableau sombre dans le monde avec la pénalisation de l'homosexualité et c'est évidemment un enjeu et un défi pour nous de continuer la sensibilisation, comme tu le dis, y compris en créant des espaces positifs ici au Canada. Et je voudrais demander à Cinda, qui a eu une longue expérience du travail avec les personnes réfugiées, demandeurs d'asile ou personnes immigrantes LGBTQIA+, et quelle est ta conception de l'espace positif ou des espaces positifs dont parlait Laurent Francis tout à l'heure dans sa brillante présentation. Merci, Amadou. Et je voulais tout d'abord peut-être ajouter quelque chose à ce que Fabrice vient de mentionner. Fabrice m'a mentionné que le 17 mai est une journée de réclamation de plaidoyer qui est très importante pour nous qui travaillons dans le secteur. Et je voulais souligner que
avec tout ce qui se passe au Canada dans cette dernière année, je voudrais vraiment souligner, reconnaître en cette journée l'existence et la diversité des personnes LGBTQIA+, palestiniennes, musulmanes et arabes, qui continuent d'être invisibilisées dans notre communauté ici de SLGBTQIA+, et aussi la communauté canadienne, surtout avec tout ce qui se passe et le génocide qui est en train de se dérouler en ce moment contre les Palestiniens. En sentant que les personnes trans et queer palestiniennes existent et continuent d'exister et aussi font partie de nos communautés. Et aujourd'hui, je pense que la journée de 17 mai, c'est vraiment une journée de réflexion qu'on peut aussi, où on peut réfléchir à notre communauté arabo-musulmane aussi. Pour répondre à ta question, Amadou, pour moi, alors moi, je travaille avec les communautés LGBTQIA+. Nous arrivons ici à Ottawa. On gère un programme hebdomadaire. On offre un espace positif pour les personnes LGBTQIA+, demandeurs d'asile. Les espaces positifs pour nous, alors comment on a construit notre espace positif, c'est s'assurer qu'on crée un espace pour la communauté LGBTQIA+, en affirmant l'intersectionnalité de leur identité multiple. Une personne LGBTQIA+, immigrante, c'est pas seulement une personne LGBTQIA+, ou bien une personne immigrante. C'est une personne complète avec toutes leurs identités ethniques, identité du genre, identité culturelle, et un espace sûr, comme l'a mentionné Laurent Francis dans la présentation, avec Ocasi, eux, ils font vraiment un travail impressionnant de créer point par point comment on crée un espace positif. L'intersectionnalité est très importante. On ne peut pas diviser les identités des personnes LGBTQIA+, immigrantes. Et malheureusement, ce qu'on voit dans notre secteur, c'est que parfois, il y a seulement des services pour les LGBTQIA+, ou des services pour les immigrants, et il y a des lacunes un peu dans les deux secteurs où on voit que la personne se force à choisir, est-ce que pour des raisons de sûreté, va se forcer à choisir de mettre de l'avant une identité et pas l'autre à chaque fois qu'il accède à un service. Donc, c'est très important de tenir ça en compte quand on parle d'espace positif. C'est aussi un espace pour moi, et comment je travaille, pour moi, l'espace positif, c'est où on reconnaît que les personnes LGBTQIA+ immigrantes n'ont pas besoin de se conformer aux standards occidentaux pour affirmer leur identité du genre et leur orientation sexuelle. Chose encore que Laurent Francis a mentionné tout à l'heure, il faut vraiment avoir une approche décoloniale. Moi, je travaille avec les gens qui sont demandeurs d'asile. Et au Canada, pour faire la demande d'asile et la demande de réfugiés sur la base de l'orientation sexuelle ou la base de l'identité du genre, ils vont aller vers une avenue en fait d'immigration qui est très séparée de l'avenue d'immigration ou de statut de réfugié pour les personnes non LGBTQIA+. Dans ce processus-là, nous, on accompagne nos clients pour les soutenir durant ce processus. Et on voit vraiment les problèmes systémiques qui existent dans le système, même de la demande d'asile elle-même, où les personnes LGBTQ, mes clients, bien souvent, se sentent forcés de se conformer aux principes occidentaux de ce que c'est être LGBTQIA+. Et parfois, ça les met en danger ou aussi, ça les met dans une position où ils se forcent de faire quelque chose peut-être qu'ils ne veulent pas faire. Il faut reconnaître qu'avant le colonialisme, tous nos pays d'origine, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine, la communauté LGBTQ a toujours existé, bien avant l'occidentalisme et le colonialisme. Et aujourd'hui, il y a un mouvement de réclamation de ces identités-là, mais même dans le cadre de l'état du monde aujourd'hui, la manière avec laquelle on exprime l'identité LGBTQ dans des pays non occidentaux peut être très différente. Créer un espace positif, c'est reconnaître ça, affirmer ça, et être critique de nos modèles occidentaux, s'assurer que les personnes se sentent confortables de raconter leur histoire.
écouter leurs histoires, être curieux par rapport à leur histoire et à ce que c'est vraiment être LGBTQ pour eux. Ça, c'est vraiment très fondamental parce que c'est comme ça qu'on va créer comment dire, une relation de confiance. Je m'arrête là parce que pour moi, c'est ça les deux points importants. Puis le reste, Laurent Francis a vraiment mentionné une bonne liste. Merci beaucoup, Cinda, pour la clarté des propos. Et je voudrais, avant d'interpeller Laurent Francis, revenir avec Fabrice sur une question qui me taraude. En fait, c'est évident, comme l'a d'ailleurs dit Laurent Francis, que des personnes LGBTQ qui arrivent au Canada pour demander l'asile fuient les persécutions dans leur pays, persécution de la loi, mais aussi du tissu social qui est parfois intolérant face à la diversité sexuelle et autres. Et quand ces personnes LGBTQ arrivent au Canada et demandent l'asile, quelle est en fait la bonne méthode à adopter pour les accueillir, les intégrer? Est-ce qu'on doit créer des espaces exclusifs pour leur permettre de se connecter avec les LGBT au Canada, ou on doit évidemment les intégrer dans les activités communautaires sans distinction ou autre? Quelle est la meilleure formule selon toi, si tu as un avis? Alors, je peux commencer et puis Laurent Francis peut-être va compléter. Ouais. En fait, en partant de ma propre expérience, moi, je dirais que ces personnes ont besoin de ces deux types de structures, mais que dans un premier temps, c'est toujours préférable d'avoir une structure avec des personnes qui leur ressemblent. Comme ça, elles retrouvent leur culture, elles sont plus rassurées parce que n'oublions pas que souvent, parmi ces personnes, c'est des personnes qui sont réfugiées, qui ont vécu des traumatismes. Certains ont fait des parcours de plusieurs mois, même plusieurs années. Il y a des gens qui ont quitté, par exemple, le Cameroun et arrivent ici au Canada 3 ans plus tard, ayant traversé tout le désert à pied jusqu'au Maroc. Donc, n'oublions pas qu'il y a un traumatisme de certaines personnes, surtout demandeuses d'asile. Donc, moi, je dirais une structure avec des personnes qui leur ressemblent, qui comprennent leur culture, leur parcours, et dans un deuxième temps ou parallèlement, elles pourront donc s'intégrer à un organisme plus ouvert, plus représentatif de la société, étant donné qu'à la fin de la journée, elles vont devoir vivre dans une société multiculturelle. Donc, mon approche, c'est vraiment les deux parallèlement, mais la première structure est fondamentale pour rassurer les gens et accompagner les gens. Voilà, c'est ce que je pourrais dire OK. là-dessus. Laurent Francis pourra compléter ou s'en dire. Merci, Laurent Francis. Tu peux ajouter? Oui, merci Fabrice, ce que vous avez dit est pertinent et aussi à Cinda, ce qu'elle a dit avant est aussi pertinente, est aussi pertinent. Je voudrais dire que oui, la première ligne est importante. La première ligne est importante. Qui est-ce qu'on couvre dans ces organismes au fait? Qui est-ce qu'on couvre dans ces organismes? Est-ce qu'on va trouver des personnes arrogantes? Est-ce qu'on va trouver des personnes qui nous parlent de haut? Est-ce qu'on va trouver des personnes qui ne savent pas entendre nos accents africains ou alors du Maghreb ou alors du monde arabe, au fait, parce que quelqu'un qui vient de la Palestine, quelqu'un qui vient du Cameroun, de l'Algérie, du Congo, on a différentes intonations dans la manière de parler, c'est aussi important. Qui nous accueille? Est-ce que cette personne sera à même de comprendre, par exemple, on ne parle pas le même français, parce que est-ce que le service, est-ce que la personne comprend même l'arabe même? Est-ce que la personne comprend même les Hound ou bien le Fang? Est-ce que la personne comprend nos langues, au fait? Est-ce qu'elle comprend notre parcours? Il faut que cette première ligne soit assurée. Si cette première ligne n'est pas assurée, cette première ligne n'est pas assurée, ça veut dire que c'est à partir de la première ligne, premier contact, où la personne se fait une idée, au fait. À partir, parce qu'aujourd'hui, les gens, c'est le regard, au fait. C'est la manière d'accueillir les gens qui fait en sorte que les gens vous aiment ou se braquent, vivent de l'isolement. Parce que si quelqu'un vit de l'isolement, c'est quelque chose de très mauvais. La personne a subi un traumatisme et arrive là, elle a peur de demander service parce que j'ai eu affaire à des clients qui avaient peur de demander service parce qu'ils trouvaient que la personne
elle ne se sentait pas en sécurité avec la personne. Il faut vous poser des questions. Est-ce que dans mon bureau, est-ce que moi-même en tant que collègue, est-ce que moi-même en tant qu'agent d'accueil des personnes immigrantes LGBTQ, est-ce que j'ai l'expérience? Est-ce que je comprends le parcours? Est-ce que j'ai la capacité d'accueillir? Parce qu'il y a aussi ce que j'appelle l'usurpation des postes. Alors, vous occupez un poste et vous savez réellement que vous ne devez pas être à ce poste, au fait. C'est aussi ça. Et aussi, il ne suffit pas de dire aux gens que non, il faut taper sur Internet, il faut aller à la route là-bas. Non, les gens viennent avec des mentalités différentes. Ça veut dire qu'il faut savoir tenir la main des gens. Ça veut dire que, comme par exemple à Toronto, les réfugiés ne vivent pas au centre-ville, ils vivent dans des zones très éloignées du centre-ville. Parfois, il faut venir chercher des services au centre-ville. La personne ne sait pas comment prendre des micros, il ne sait pas comment faire des... Il faut savoir tenir la main aux gens. Et généralement, les gens n'ont pas cette patience-là. Les gens n'ont pas cette patience-là. Et ça fait en sorte que j'ai eu certains clients qui ont peur parce qu'ils se disent, les gens n'ont pas de patience au fait. Il y a aussi même aussi le fait Je que... peux te relancer avec une autre question tout à l'heure, Oui, Laurent Francis. Le temps oui. pour moi de demander à Cinda, d'après ton expérience, Cinda, peut-on dire que les organismes d'accueil, en fait, actuellement, que ce soit à Ottawa ou ailleurs, constituent des espaces positifs pour la diversité sexuelle et la pluralité des genres en immigration? Donc, j'ai besoin de ce regard critique sur l'existant, dans ce qui existe, et comment peut-on les bonifier si jamais ce n'est pas à la hauteur de tes attentes ou de vos attentes. Je parle. Alors, je parlerai seulement de mon expérience à Ottawa. Moi, je travaille dans le centre-ville d'Ottawa. Je suis connectée à quelques, peut-être 3 ou 4 agences d'établissement et d'accueil des immigrants. Et je dirais, d'après mon expérience, malheureusement, ces espaces ne sont pas bien équipés d'espaces sûrs et positifs pour les personnes LGBTQIA+, ou une pratique qui affirme le genre de la personne. Donc, tout à l'heure, il y avait dans la présentation de Laurent Francis, on parlait de comment créer un espace positif. Parmi les choses où on peut créer, c'est les signes visuels qu'on peut voir par rapport à ces organismes. Donc, les organismes d'établissement avec qui je travaille, c'est rare où je trouve un programme qui est promouvoir d'une manière où c'est inclusif aux personnes LGBTQIA+. C'est bien souvent pour les immigrants, les nouveaux arrivants, mais on n'inclut jamais spécifiquement les personnes LGBTQIA+, dans la promotion, le matériel de promotion. C'est rare où les gens vont avoir la pratique de demander le pronom de la personne avant de les servir. Quand on demande le nom de la personne, on demande aussi le pronom de la personne. C'est une pratique d'affirmation du genre. C'est pas une pratique juste, juste pour, euh, comment dire, bref, c'est une pratique pour affirmer. C'est comme ça qu'on montre aux personnes LGBTQIA+, que c'est un espace sûr. Vous êtes ici en sûreté et vous pouvez vous identifier en tant que personne comme vous le voulez et je vais le respecter. Euh, donc, il y a un manque de promotion, il y a un manque d'affirmation des personnes, des identités diverses qui existent dans notre communauté. Donc, moi, ma pratique, en fait, pendant des années maintenant, ma pratique, c'était toujours de se connecter avec les services d'établissement avant d'envoyer mes clients vers ces services-là et créer des relations, que ce soit avec un travailleur ou deux qui travaillent là-bas, qu'on peut avoir ces conversations avec. Je sais que pour moi, ma pratique, c'est toujours d'envoyer mes clients vers des personnes dont j'ai confiance. Ce sont des personnes qui vont respecter l'identité du genre de cette personne, il va l'affirmer, il va demander. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu référer les gens vers les services d'établissement. J'ai aussi fait des présentations dans le passé au service d'établissement sur les pronoms, sur le langage basique qu'on peut utiliser par rapport à la communauté LGBTQIA+. Et ce qui me surprend durant les dernières 4 années, 4 à 5 années, quand on fait ces présentations, ça reste toujours assez superficiel. Une des choses que je vais dire à tous mes collègues dans les services d'établissement et d'accueil, c'est que vraiment, on a besoin de passer la partie pronom, partie langage LGBTQ basique. On doit commencer à réfléchir à vraiment implémenter
Oui, euh, implémenter. les pratiques d'affirmation du genre. Et il y en a beaucoup des ressources sur ça. On est en train de pousser que les pratiques d'affirmation du genre s'applementent un peu partout, dans le secteur de la santé, dans le secteur d'accueil, dans le secteur social. C'est vraiment important d'avoir ce regard vers nos services. Et ça veut dire, il faut avoir des politiques aussi dans nos services. Il faut changer un peu nos politiques. Il faut adapter nos politiques à la population que nous servons. Et donc s'assurer qu'on est visible dans ce cas-là et qu'on respecte et affirme le genre de la personne. Oui, tu as tout à fait raison, Cinda, et je peux l'affirmer d'ailleurs, puisque nous travaillons dans le secteur. Les meilleures politiques en immigration sont celles qui reposent sur des données probantes. Mais malheureusement, les données concernant les immigrants et migrantes LGBTQIA+, sont extrêmement rares. Nous avons vu la présentation de Laurent Francis, il a parlé des demandeurs d'asile et autres, mais le gouvernement n'a pas donné des chiffres intersectionnels en parlant des demandeurs LGBTQ ou des demandeurs qui fuient les persécutions politiques. Et les organismes d'établissement nous disent qu'ils ont souvent du mal à demander l'orientation sexuelle. Ils trouvent que c'est invasif de demander. Et il y a d'autres qui disent que bon, ils ne savent pas comment faire. Quel est votre avis sur la question? Doit-on créer des formulaires en demandant aux personnes de s'identifier avec l'orientation sexuelle ou autre? Quel est votre avis pour les organismes d'établissement qui nous écoutent? La parole à qui veut la prendre et je voudrais une Oh, Moi, réponse succincte parce que nous sommes à 5 minutes de la fin. Moi, je voudrais d'abord répondre pour dire, ta question est pertinente, elle est importante parce que je voudrais aller au-delà de ce que Cinda a dit. Comme elle a dit, on ne doit plus rester au pronom. On doit créer maintenant même des postes pour les personnes LGBTQ, au fait. Parce que apprendre à cohabiter avec ces personnes, parce qu'il est facile de dire, oui, on a mis les pronoms, comment cohabiter, comment créer des postes. Si au sein du côté anglais, du Commonwealth, ils arrivent à créer des postes pour les personnes LGBTQ au sein des organismes, au fait. Pourquoi au sein de la francophonie, des organismes qui s'occupent des migrants francophones tardent à le faire, au fait? Pourquoi j'ai l'impression que c'est un tabou, au fait. C'est l'impression que ça donne, excusez-moi. C'est le chercheur qui parle là. On a l'impression que ce sont des tabous, au fait. Ce sont des non-dits. Parce que le secteur d'immigration, il faut le dire, est occupé beaucoup plus par des personnes immigrantes qui ont eu un certain héritage de hétéronormatif, homophobe. Quand ils ont grandi, ils sont arrivés avec. Il faut comprendre que dans leur bagage, ils apportent beaucoup cette homophobie-là dans le secteur d'établissement des immigrants. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord voir est-ce que ces personnes acceptent de cohabiter même, créer même des postes pour ces personnages. Je m'arrête d'abord là. Merci. Alors, moi, je peux compléter suite à ce que Laurent Francis dit. Moi, je pense qu'en sensibilisant davantage les intervenants à une façon d'accueillir de façon plus inclusive, en sécurisant les personnes immigrantes, on peut poser des questions. Donc, moi, je dis, on ne peut pas octroyer des droits ou une protection si une réalité ou si une problématique est invisibilisée. Donc, on ne peut pas dire aux gens de taire leur orientation sexuelle, leur minorité de genre. Donc, moi, je pense que le fardeau revient à avoir en fait un personnel plus bienveillant, plus sensible aux réalités de la clientèle qu'ils ont en face. Et ainsi, on pourrait poser des questions et tout dépend de la façon dont on pose les questions, tout dépend de comment le questionnaire est présenté. Si en amont, on explique déjà, on présente déjà l'intérêt des questions qui suivent, les gens comprendront que c'est pour qu'elles se sentent finalement mieux dans l'environnement dans lequel elles se trouvent. Donc, moi, je pense on peut poser ces questions et en restant également dans la confidentialité. Donc, c'est possible. Juste, juste une parenthèse au fait, parce que Amadou a dit tout à l'heure, par exemple, que les gens, on ne connaît pas le nombre. Vous savez, lorsque des personnes ont été persécutées, ils ont caché leur identité. Même s'ils arrivent au Canada, il est difficile à ces personnes de répondre à la question à quel genre appartenez-vous? Les personnes préfèrent le silence. Et le silence pour une personne immigrante qui a vécu des persécutions, le silence est quelque chose d'important. Donc, ce silence peut être même une réponse même. Donc, ça veut dire que c'est pas quelque chose que quelqu'un va venir te dire, quelqu'un qui a vécu 20 ans, 13 ans dans un pays où il se cachait, il vivait en mode camouflage.
Donc, c'est pas évident même arriver ici de parler de ça de manière ouverte, au fait. Donc, il y a des tacts, il y a des tics. Donc, il faut reconnaître que il faut qu'il voit des personnes qui lui ressemblent quand ils arrivent dans cet établissement-là. Merci. Merci beaucoup, Laurent Francis. Oui, Cinda, vas-y. Et je voudrais juste rappeler au public que nous avons un lien pour l'évaluation de cette activité et nous apprécierons grandement si vous le remplissez. Ça prendrait environ 2 minutes pour le faire, pour nous permettre d'améliorer nos activités futures. Je vous en prie, vous aurez le lien dans le Clavada dans un instant. Vas-y, Cinda. En fait, tout à l'heure, vous avez demandé, il y a peut-être des gens dans la question, il y a peut-être des gens qui se sentent, qui se posent la question, est-ce que c'est adéquat ou non de poser des questions sur l'orientation sexuelle et l'identité du genre? Ma réponse à ça, il faut se demander si un organisme est en train de se demander, est-ce que ça c'est adéquat ou non à la culture des personnes que nous rencontrons? Il faut se poser les questions, pourquoi on se demande cette question? On ne se demande pas la question de demander si on veut demander la langue avec laquelle la personne parle. Les immigrants sont des personnes qui vont aller à travers toutes sortes de formulaires dans leur vie au Canada. Ils vont appliquer à des centaines de formulaires pour accéder aux services. Je ne vois pas pourquoi une question sur la sexualité de la personne qui est très importante parce que ça va déterminer comment on va servir cette personne doit être considérée comme une question qui peut être à l'encontre de la culture de la personne. Quelle culture dont on parle? Parce qu'il y a une insinuation dans cette question que la culture qu'on met de l'avant de l'immigrant, c'est peut-être la culture aussi qui est homophobe et transphobe. Et il faut reconnaître que dans nos communautés, il y a de la transphobie et de l'homophobie, mais on est en train de la battre à deux fronts. Donc, il est vraiment important pour les gens qui sont dans ce genre de service de se poser des questions. Pourquoi on se sent inconfortable ou pourquoi on pense peut-être cette question n'est pas une question adéquate. Merci beaucoup à tout le monde. Merci au public pour la participation. Il est exactement 14 heures. Je voudrais respecter le pari du temps et l'engagement que j'ai pris auprès du public et aussi auprès de la direction de la FCFA. Nous allons poursuivre la conversation dans le cadre de la communauté de pratique intentionnelle en équité et justice sociale et francophonie. Je vous remercie infiniment pour votre participation éclairante, pour vos propos rassurants et aussi pour l'espoir que nous avons à changer positivement le processus d'intégration des personnes immigrantes, peu importe leur orientation sexuelle et leur identité de genre. Merci et au plaisir de vous retrouver dans nos prochaines activités. Amadou, avant de partir, il faut que Fabrice présente son livre quand même. Oui, Fabrice, tu as un exemplaire de ton livre. C'est vrai qu'on a partagé le lien Oh là déjà. là, juste, Oh, merci. juste comme ça, sauf je ne sais pas si on le voit. Alors, Oui, c'est Afro-Queer, donc c'est un recueil de portraits de 25 personnes noires, francophones et puis LGBTQ+, voilà, qui racontent leur récit. Et voilà, c'est sorti il y a une semaine, donc vous pouvez le trouver, voilà. Si vous tapez Afro-Queer, vous allez tomber sur le livre et puis vous pouvez le commander. Donc, je pense que c'est un bon outil pour les organismes francophones parce qu'il manquait de littérature dans l'espace francophone. Maintenant, on a des récits des personnes elles-mêmes, donc je pense que c'est enrichissant. Merci. merci beaucoup. Merci pour le rappel, Laurent Francis, et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bye. Bye. Merci, au revoir. Merci.